Et non, je n'ai pas embauché de cadreur pour me filmer. Ce que tu vois ici, c'est un plan filmé avec l'Insta360 X4. C'est une caméra 360 degrés. On peut vraiment faire des dingueries avec ça. Je t'en parle dans cette vidéo. Ça fait quelques mois que je teste cette caméra qu'Insta360 m'a envoyée. Alors c'est pas une vidéo sponsorisée, comme d'habitude, tu connais ma transparence sur la chaîne. La marque ne voit pas la vidéo avant sa sortie et tout ce que je vais dire c'est basé sur mon expérience personnelle, ça j'y tiens énormément. D'autant plus que j'ai vraiment pu la prendre en main depuis que je l'ai. Alors du coup, j'aurais très bien pu me contenter de sortir une vidéo il y a 2 mois dans laquelle je fais 2-3 tests de cette caméra, je balance quelques specs et ciao. Mais j'ai vraiment pas voulu faire ça du tout. Selon moi, cette caméra, elle mérite qu'on lui prête vraiment beaucoup plus d'attention que ça. C'est ce que j'ai fait parce que je l'utilise très souvent depuis que je l'ai, donc on va forcément parler de ses caractéristiques et aussi de la manière dont elle fonctionne. Mais moi ce qui m'intéresse surtout aujourd'hui, c'est vraiment de répondre à la question de savoir si ce genre d'outil peut être bénéfique dans un usage professionnel. Est-ce que moi je me verrais utiliser cette caméra dans des prods ou alors est-ce que c'est encore un gadget qu'on est content d'avoir quelques jours et ensuite on range ça dans les placards? Alors avant d'arriver à ces conclusions, je vais quand même te présenter cette caméra, on est là pour ça aussi, donc un petit tour au niveau de la fiche technique. Insta360 X4, donc c'est le grand frère de la X3. Comme je l'ai dit, on est sur une caméra 360 degrés, donc peu importe comment tu orientes cette caméra, en fait elle va filmer tout ce qu'il y a autour d'elle. L'idée c'est que tu n'aies pas grand chose à faire au niveau du cadrage, tout se fait en post-prod. D'ailleurs moi je tiens à préciser, c'est ma première expérience avec une caméra 360, j'en ai jamais eu d'autres auparavant, donc je pourrais pas la comparer avec d'autres produits. Niveau dimension, elle mesure 12,3 cm de haut, 4,5 cm de large et 3,8 cm d'épaisseur sans les protèges objectifs. D'ailleurs, c'est livré avec un lot de 2 protèges objectifs, donc je te conseille de les mettre, limite de prendre un lot en plus parce que ça s'abîme très vite. Moi, malheureusement, je les ai accrochés à des arbres et ça a rayé un petit peu. Une fois le protège objectif installé, on arrive à une taille de 4,8 cm. Au niveau du poids, elle pèse 202 grammes, alors comme ça, peut-être que ça t'évoque pas grand-chose, mais c'est 40 grammes de plus qu'un iPhone 12, si ça peut te donner un ordre d'idée. Donc c'est un petit peu plus lourd et plus petit, on sent qu'on est sur un objet qui est quand même assez dense. Sur la face avant, on a un écran qui est assez fat, je dois dire. En même temps, on fait tout sur cet écran, donc c'est pas plus mal qu'il soit grand comme ça, c'est quand même assez pratique. Juste en dessous, on a le bouton d'enregistrement et le bouton de sélection de mode. À gauche, on a un port USB-C. La batterie se trouve en dessous, ainsi que le slot micro SD, donc il faut enlever la batterie pour pouvoir y accéder. À droite, on a le bouton d'allumage et le bouton de sélection des presets. Et dessous, on a un petit pas de vis de 1/4 de pouce. Et puis aussi, tout autour de la caméra, on a pas mal de micros, puisqu'il y a plusieurs modes de prise de son possibles avec cet appareil. On le verra un petit peu plus tard. Allez, niveau spec, rapidement, en vidéo, on peut filmer en 4K, 24, 25, 30, 50, 60 et 100 images par seconde, en 5,7K de 24 à 60 images par seconde, en 5,7K+, donc c'est une définition un petit peu plus proche de la 8K avec des cadences de 24, 25 et 30 images par seconde. De même que la 8K, on peut filmer en 24, 25 et 30 images par seconde. On a de la vidéo en HDR en 5,7K, on a un mode time-lapse, on a un mode time-shift, bullet time, enregistrement en boucle et star-lapse. Et en photo, on a le choix avec le mode rafale, intervalle, HDR et photo normale. À savoir que tous ces modes sont dispo en mode 360 mais aussi en mode mono objectif. Vu que c'est une caméra 360, en fait il y a 2 caméras dans ce produit et chacune de ces caméras possède un capteur de 1/2 pouce d'une résolution de 36 mégapixels et du coup si on combine les deux pour faire une prise de vue en 360, on obtiendra des images de 72 millions de pixels. Alors tout ça c'est bien cool, mais qu'est-ce que ça vaut concrètement sur le terrain? Comment on peut utiliser cette caméra, comment elle peut s'implémenter dans un workflow professionnel? Déjà, l'argument numéro 1 qui est mis en avant par la marque, c'est que c'est une caméra d'action. Donc pour tout ce qui est activité en plein air, je vais pas toutes les énumérer bien sûr parce qu'il y en a tellement, mais c'est clairement fait pour ça, pour tout ce qui se passe à l'extérieur. Après, vu qu'on a une grosse résolution sur un petit capteur, je pense que c'est préférable d'éviter les utilisations en basse lumière. Je dis pas que c'est interdit, mais disons qu'on n'obtiendra pas un résultat phénoménal avec cette caméra. La montée en ISO, elle est vraiment pas dingue et l'image va très
très rapidement bruiter, même si on diminue la résolution et qu'on fait nos réglages en manuel. Donc moi je dirais que le petit point faible de cette caméra c'est ça. Et d'ailleurs moi quand je l'utilise je ne fais quasiment pas attention au réglage, je laisse la caméra en automatique au niveau de l'ajustement de l'exposition. C'est elle qui va gérer toute l'exposition à ma place. Moi j'ai juste activé le profil d'image le plus flat possible, histoire de pouvoir retravailler un peu les couleurs, mais c'est tout. En fait j'ai pas du tout envie de me casser la tête à shooter en mode manuel parce que j'ai plus besoin de cet outil pour le côté pratique et les cadrages qui sont impossibles à faire en temps normal, plutôt que le côté dynamique de l'image. Donc typiquement vu que je fais pas mal de sport, elle me sert pas mal pour documenter ça, genre certains entraînements de course à pied, du skate, des sorties vélo. Je m'en sers beaucoup également pour du vlog, tout simplement lorsque je fais des sorties ou documenter des shootings photos. Il y a vraiment beaucoup d'utilisations possibles. Je fais pas mal de making of aussi grâce à cette caméra, d'autant plus qu'elle est assez petite, donc pour le transport c'est vraiment pratique, on peut la prendre absolument partout et la positionner vraiment partout aussi. Donc ouais, making of, behind the scene, after movie d'événements aussi, ça si jamais c'est bien éclairé ça peut être très intéressant d'avoir ce genre d'équipement, d'autant plus que là avec la caméra la marque m'a également envoyé pas mal d'accessoires pour que je puisse les tester et te faire un retour, comme par exemple la petite perche à selfie. D'ailleurs il en existe plusieurs, il y a celle-ci qui est la perche basique on va dire, mais il y a également cette perche de 3 mètres. Celle-ci elle est faite en collaboration avec la marque Sirui, elle peut t'offrir des plans qui sont vraiment uniques, impossibles à reproduire sauf si tu mesures 2,50 m ou alors si tu fais du drone à basse altitude. Moi je sais pas comment c'est possible, mais la marque a réussi à rendre ces perches invisibles, ce qui donne vraiment l'impression que la caméra elle flotte en l'air en fait. C'est assez perturbant lorsqu'on regarde les images. D'ailleurs moi je me suis promené avec la grande perche à selfie, donc celle de 3 mètres, un samedi après-midi sur le vieux port de La Rochelle. Autant dire que je suis pas du tout passé inaperçu avec ce truc, et même partout où je vais ça attire toujours la curiosité des gens. En même temps je peux le comprendre. Du coup grâce à ça on peut être vraiment hyper créatif parce que vu que la caméra enregistre tout ce qui se passe autour, on a juste à la tenir, elle capture tout et ensuite on vient faire notre tri en post-prod. Donc moi quand je vois ce genre d'image, il y a plusieurs idées qui me viennent à la tête, je me dis que cette caméra elle est pas seulement destinée à un usage personnel pour du lifestyle, de l'action, du sport. En fait moi je vais pouvoir l'utiliser à chaque fois que j'ai des besoins précis, même en professionnel. Par exemple imagine je suis embauché par un office de tourisme pour promouvoir une ville, peu importe. Boum, je prends la caméra, je vais faire quelques hyperlapses histoire de dynamiser mon montage. Pour de la pub aussi, ça peut être très intéressant de jouer avec le côté sphérique, animer notre image ou alors la fixer sur quelqu'un grâce aux nombreux accessoires et à la stabilisation qui est exceptionnelle. On peut aussi s'en servir pour de l'immobilier également, gros avantage d'avoir des plans en 360, on peut se projeter très facilement sur un bien, que ce soit en photo ou en vidéo, tu viens placer ta caméra au centre d'une pièce et les gens peuvent profiter d'une vue en 360. Donc ça existe depuis longtemps, mais c'est ce genre de prestat que tu peux proposer aux agences immobilières près de chez toi. D'autres cas d'usage, par exemple tu veux filmer une réunion de personnes assis autour d'une table, tu t'embêtes pas, tu mets la caméra en plein milieu, ça capture tout, puis après en post-prod tu viens choisir qui parle, tu animes ça tranquillement. Donc clairement cette caméra elle s'inscrit dans un usage professionnel sans aucun problème. Moi j'hésite pas à l'utiliser lorsque j'en ai besoin. Donc je l'ai évoqué vite fait, mais comme il s'agit d'une caméra d'action, elle bénéficie d'une excellente stabilisation. Là je te montre à l'écran plusieurs plans avec et sans la stabilisation. Aujourd'hui moi perso je trouve ça abusé ce qu'on arrive à faire comme image avec des objets aussi petits que ça, d'autant plus qu'on peut ajuster beaucoup plus de paramètres que la stabilisation lorsqu'on importe notre fichier sur l'ordi. Et ça m'amène au point suivant qui est le fait de passer un petit peu plus de temps au moment du dérush, puisqu'on va devoir utiliser le logiciel Insta360 Studio pour importer ou exporter nos vidéos, ou du moins les passages qu'on souhaite garder de nos vidéos. Alors c'est possible aussi de le faire également via des extensions sur les différents logiciels de montage, mais moi je préfère quand même utiliser le logiciel natif parce que il est beaucoup plus intuitif, il y a plus de fonctionnalités et c'est beaucoup plus pratique à mon sens. Alors lorsqu'on est sur le logiciel, on peut naviguer sur la vidéo déjà pour rechercher un petit peu le cadrage qui nous intéresse. Tu peux voir ici qu'on a les différents ratios de disponibles. Vu que ça capture tout, on peut choisir une vidéo soit au format carré, vertical, 4/3, 2.35, 16/9 classique. Il y a vraiment le choix, c'est libre à toi de choisir ce que tu veux. Ensuite, scénario classique, tu viens sélectionner le passage de la vidéo qui t'intéresse en venant mettre un point d'entrée et un point de sortie. Et ensuite, l'animation elle va se faire à l'aide de keyframes, d'images clés que tu vas pouvoir mettre un petit peu partout sur ta timeline, comme sur ton logiciel de montage en fait. C'est exactement le même principe. Donc tu peux vraiment jouer avec les différents modes. Là, je peux partir d'un effet sphérique pour finir sur un plan large classique par exemple. Tu peux faire des rotations, du suivi aussi. Par exemple, là, je viens sélectionner mon sujet et la caméra va le suivre automatiquement. Je n'ai absolument rien fait à part cliquer sur un bouton sur le logiciel. Par exemple, c'est ce que j'ai fait pour l'intro de cette vidéo. En seulement 2 clics, c'était réglé. On a aussi le mode Time Shift qui est pratique pour les timelapse ou les hyperlapse. On a le mode Motion ND aussi qui vient ajouter du flou et accentuer ce côté rapide pour les hyperlapse.
time-lapse. Ensuite sur la droite ici on peut activer ou désactiver le flow state, donc c'est ce que j'ai fait tout à l'heure pour te montrer la différence de stabilisation. On peut modifier les différents paramètres d'assemblage entre les différents objectifs ou alors modifier le style d'image ou bien l'audio. Et tout ça c'est accessible en un seul clic sur le logiciel. Le seul point négatif de tout ça, comme je l'ai dit, c'est que ça va nous faire passer un petit peu plus de temps en post-prod. Et enfin pour exporter notre rush, on a un bouton qui est dédié, on peut choisir la résolution ainsi que le bitrate et le format d'encodage. Moi ce que je fais souvent c'est que je l'ajoute à la file d'attente de rendu, comme ça je passe au rush suivant et une fois que j'ai fini, j'exporte tout en même temps. Bon, je t'ai dit tout à l'heure qu'on parlerait un petit peu de l'audio, on l'a vu, il y a pas mal de micros qui sont un petit peu partout sur cette caméra. Qu'est-ce que ça vaut réellement? Moi j'ai voulu tester ça, je te laisse avec quelques exemples. Ok, donc ceci est un test de son avec l'Insta360X4. Donc là les micros sont activés en mode direction, donc vers moi je suppose. Donc là je suis en train de vlogger normalement, je tiens la caméra avec la petite perche à selfie et je parle normalement, savoir que là il y a du vent, un petit peu de vent autour de moi. Je suis dans un parc avec un château, il y a aussi des oiseaux qui chantent, voilà, il y a plein de bruit environnement et je suis en mode comme si le son était dirigé vers moi, voilà. Donc là je suis en mode réduction active du vent, à savoir qu'il y a un tout petit peu de vent, je me trouve en hauteur, mais il n'y a pas tant de vent que ça non plus. Donc là je suis un peu caché par les arbres en fait au niveau du vent, j'essaie de me retrouver dans un endroit où il y en a un peu plus. En tout cas il y a des voitures qui sont derrière moi, comme tu peux voir le cadre est assez cool. Donc voilà, je sais pas si le son de ma voix a été modifié par rapport à l'exemple précédent, toujours est-il que là je suis en mode réduction du bruit du vent. Donc là je suis en mode stéréo, donc normalement on devrait entendre aussi bien ce qui est devant que derrière la caméra. Du coup là je suis placé devant la caméra, comme tu peux t'en douter, mais du coup je vais marcher, comme ça tu vas pouvoir entendre le son que ça fait quand quelqu'un marche, à savoir qu'il y a toujours des oiseaux qui chantent autour de moi. Je suis dans un parc avec un château comme tout à l'heure. Je n'ai pas bougé, je suis toujours au même endroit, donc voilà, ceci est un test avec l'Insta360X4 et le mode stéréo au niveau du son. Et là je suis en mode réduction du bruit automatique, voilà, donc je sais pas trop quelles sont les différences par rapport aux autres modes, toujours est-il que là c'est un mode un petit peu plus automatisé, ce qui fait que normalement si je me trouve dans un endroit où il y a un petit peu de bruit ou du vent, ça devrait réduire automatiquement le bruit environnant. Donc là je me trouve dans un endroit où il n'y a pas trop de vent malheureusement, pourtant je suis en hauteur. Les drapeaux qui sont juste derrière moi ne bougent pas, donc ça signe qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Par contre il y a des voitures qui roulent en contrebas, ce qui fait que ça fait un peu de bruit. Ça s'entend peut-être, en tout cas moi je l'entends. Il y a une voiture qui roule qui est vraiment juste derrière moi, je sais pas si on la voit, en tout cas on l'entend. Mais ce mode là devrait normalement couvrir le bruit de cette voiture. Bon là on est en config 100% vlog, j'ai mon micro Neewer, le micro qui est juste ici, qui est plugué directement à l'Insta360X4. Il y a un petit peu de vent en plus, donc tu vas pouvoir entendre le son en mode condition vlog avec du vent. En plus il y a du bruit autour, je crois qu'il y a des tracteurs qui sont en train de labourer dans des champs, je suis en pleine campagne. En tout cas je peux rien régler sur la caméra en termes de type de micro utilisé, tout ça, tout est réglé directement via ce micro Neewer, forcément. Du coup pour le brancher j'utilise la petite capsule qui m'a été fournie en plus par la marque, à savoir qu'elle est disponible séparément, tu peux la trouver, je te mets tous les liens dans la description bien sûr. Seul petit désavantage à utiliser cette config en mode vlog et d'attacher un micro, le problème c'est que si on fait le tour de la caméra en 360 degrés, on verra un petit bout du micro apparaître sur l'écran, ce qui n'est pas forcément idéal, mais bon c'est pas non plus fait pour ça, c'est fait pour vlogger et avoir un setup vraiment très minimaliste. Et du coup moi je pourrais vlogger avec ça toute la journée, c'est vraiment très léger. On a une bonne qualité à la fois d'image et de son, donc c'est vraiment top. Là dans quelques instants je vais installer mon micro cravate, donc tu vas pouvoir écouter un petit peu la différence qu'il y a entre le micro Neewer ici, c'est un micro que j'ai déjà présenté sur la chaîne d'ailleurs, et le micro cravate que je m'apprête à mettre tout de suite. Donc là je suis avec le micro cravate qui est juste là, qui est connecté ici à l'émetteur. Bon c'est pas un test de micro, c'est vraiment un test de son, du type de son qu'on pourrait avoir quand on vlog avec l'Insta360X4 et un module audio connecté directement dessus. À savoir là c'est le micro Neewer CM28 si jamais tu veux la référence.
Donc voilà, moi j'aime beaucoup ce setup. Je pense que ça va être un setup que je vais utiliser essentiellement pour du vlog, hein. C'est très pratique, comme je te l'ai dit, c'est simple d'utilisation, c'est du plug and play, tu branches, tu allumes et t'enregistres directement, t'as aucun réglage à faire, c'est vraiment hyper pratique. On se retrouve en studio pour la suite des tests. Bon, tu l'as vu tout au long de cette vidéo, l'Insta360 X4, c'est une caméra qui peut être hyper polyvalente, aussi bien pour un usage perso que professionnel. Et pour être tout à fait franc avec toi, moi j'avais peur au départ que ce soit un objet un petit peu gadget, dans le sens où je m'en sers histoire de faire la vidéo et ensuite je la range, mais pas du tout. Maintenant, partout où je vais, cette caméra me suit, elle prend pas de place dans mon sac photo, il y a aussi ce côté-là aussi, hein, c'est hyper facile de la transporter partout. Alors je m'en sers pas à chaque fois, mais lorsque j'en ai besoin, je sais qu'elle est là. Et au-delà de ça, je prends aussi du plaisir à l'utiliser parce que je sais qu'elle peut m'offrir des plans que jamais j'aurais pu faire avec mon boîtier ou bien une autre caméra d'action. Donc parmi les points positifs, je dirais qu'il y a ce côté qui est très simple d'utilisation. Tu filmes et tu cadres après. D'ailleurs, c'est un des arguments de la marque. Ensuite, on a le choix avec pas mal de résolutions, de ratios différents. On peut faire de beaux ralentis avec de la 4K 100 images secondes. Donc pour du sport, ça c'est vraiment parfait. La stabilisation, comme je l'ai dit, elle est exceptionnelle. La qualité du son, elle est pas mal non plus. Donc pour du vlog, ça c'est vraiment très bien. D'autant plus qu'avec le module, ça augmente encore plus les possibilités. Après, cependant, moi, il y a quelques petits trucs qui me dérangent un petit peu sur cette caméra et je vais terminer la vidéo là-dessus. Le premier point, c'est qu'on bénéficie d'une grosse résolution, certes, mais sur un tout petit capteur. Donc la conséquence de ça, c'est la mauvaise gestion de l'image en situation de faible luminosité. Ça va bruiter énormément et ça limite parfois les cas d'utilisation. Donc il faut vraiment être dans un endroit très bien éclairé et limite rajouter du denoiser sur l'image pour réussir à avoir un résultat correct. Ensuite, je l'ai dit, on passe plus de temps en post-prod pour mettre nos images clés, choisir le bon cadrage, la bonne animation, exporter nos rushs. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte, surtout si tu utilises cette caméra pour des projets clients. Ce temps-là, il va falloir le facturer en plus. Pour te donner un ordre d'idée, moi pour une session d'1 heure de rush combiné, j'ai dû passer 1h30, quasiment 2 heures sur le logiciel pour mettre en place toutes mes images clés, sélectionner mes rushs et exporter le tout, donc c'est quand même assez long comme process. Et enfin, dernier point négatif, c'est le fait de devoir enlever la batterie pour accéder à la carte micro SD. En soi, c'est vraiment pas la mort, mais je pense qu'un emplacement dédié aurait été plus approprié, peut-être sur le prochain modèle. Quoi qu'il en soit, moi je trouve que c'est vraiment un excellent produit, on l'a vu tout au long de cette vidéo. Donc pour un usage perso, c'est un objet qu'on peut emmener absolument partout, ça fera des plans uniques et l'avantage c'est qu'on peut le mettre dans des endroits assez restreints et faire des mouvements qu'on n'aurait jamais pensé faire avec un boîtier classique. Pour un professionnel, cette caméra elle peut être un parfait complément à ton arsenal, tu peux proposer d'autres types de services à tes clients et moi c'est ce que je vais commencer à faire petit à petit. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse, moi je te laisse tous les liens dans la description, il y a différents packs de proposés sur le site d'Insta360, le modèle de base de la X4 est à 559 €, ensuite il y a des packs de dispo selon tes besoins, je te laisse checker ça. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me les poser, l'espace commentaire est là pour ça. Un grand merci à toi d'avoir suivi cette vidéo, merci à Insta360 pour l'envoi du produit et moi je te retrouve tout de suite dans cette nouvelle vidéo qui s'affiche juste ici.